Le triangle des Bermudes. Une zone située au large de la Floride, à l'intérieur de laquelle des disparitions étranges se sont produites depuis plusieurs siècles. Des navires qui se volatilisent sans laisser aucune trace. Des avions qui disparaissent des écrans radars et qui n'arrivent jamais à destination. Au total, ce sont des centaines de tragédies inexpliquées et des milliers de passagers qui n'ont plus jamais donné signe de vie. Intervention des extraterrestres, influence de la cité engloutie de l'Atlantide, perturbations électromagnétiques. Les théories qui circulent sur les phénomènes qui se déroulent dans cet endroit maudit sont nombreuses. Et avec la multiplication du nombre de cas de disparition suspectes, le triangle des Bermudes a fait l'objet de dizaines d'enquêtes, de milliers d'articles et d'ouvrages et déclenche encore aujourd'hui les rumeurs les plus folles. Certains pensent que les extraterrestres utilisent le triangle des Bermudes comme une sorte de portail pour entrer sur la planète Terre et que des êtres humains sont enlevés à des fins d'expérimentation. Depuis plusieurs décennies, les passionnés de mystères non résolus tentent de répondre aux nombreuses questions posées par chaque disparition recensée dans le secteur et qui n'ont laissé aucune preuve derrière elles. Erreur humaine ou météo? Quelle autre explication peut-on trouver? Un portail vers une autre dimension? Des cratères localisés dans les fonds marins sont le résultat d'explosions de méthane. Si ce genre de cratère existe dans le triangle des Bermudes, il pourrait bien être à l'origine des disparitions. Pour dénouer le vrai du faux, nous avons réuni une équipe de 5 experts internationaux, anthropologues, historiens et archéologues. Ensemble, ils ont mené l'enquête. Grâce à leurs témoignages, à des images de synthèse et à des reconstitutions, vous allez revivre les cas de disparition de bateaux ou d'avions les plus célèbres du triangle des Bermudes et découvrir ce qui a bien pu leur arriver. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Où sont passés ces gens? Où sont ces bateaux, ces avions qui ont disparu? Enquête sur l'un des lieux les plus mystérieux de la planète, le triangle des Bermudes. Les Bermudes, un archipel d'à peine 60 000 habitants, composé de 181 petites îles paradisiaques, avec des plages de sable fin, une eau bleu turquoise et des paysages à couper le souffle. Il se situe en plein océan Atlantique, à 1050 km à l'est des côtes américaines. Mais derrière cette image de carte postale se cache un spectacle des plus terrifiants. Car autour des îles de l'archipel, la mer est peu profonde. Par endroits, la présence de plateaux rocheux et de récifs coralliens rend les conditions de navigation extrêmement difficiles. Pendant des siècles, les Bermudes ont servi de refuge aux flottes de l'Atlantique. Les marins appréhendaient de venir ici parce qu'ils savaient que ces côtes étaient maudites, qu'elles avaient une très mauvaise réputation. C'est d'ailleurs pour cette raison que certains ont surnommé l'archipel l'île aux démons. On y dénombre plus de 300 épaves de bateaux qui se sont échoués au bord des côtes au cours des 5 derniers siècles. Un véritable cimetière à bateaux parmi lesquels quelques épaves sont devenues célèbres. Le Marie Céleste, un bateau à vapeur qui assurait le ravitaillement pendant la guerre de Sécession et qui s'est échoué en 1864. Le Constellation, qui s'est échoué en 1943. Ou le Cristobal Colon, la plus grande épave de l'archipel, un bateau qui mesurait plus de 150 mètres de long et qui repose seulement à 25 mètres de profondeur. Mais depuis quelques décennies, les Bermudes sont associées à des mystères qui vont bien au-delà de ces bateaux échoués à cause d'erreurs de navigation ou de mauvaises conditions météo. Car le danger de se rendre dans cette zone de l'océan Atlantique ne se limiterait pas aux côtes de l'archipel. Il concernerait en réalité une zone beaucoup plus large qui forme, vue du ciel, un triangle qui relie les Bermudes, la ville de Miami en Floride et l'île de Porto Rico. Une zone d'une vaste superficie de près de 4 millions de kilomètres carrés, 8 fois la surface de la France.
Un triangle dans lequel se dérouleraient des phénomènes aussi mystérieux qu'inquiétants. On l'a surnommé le triangle des Bermudes. Il y a une quantité phénoménale d'articles de journaux sur des incidents qui se sont produits dans ce qu'on a fini par appeler le triangle des Bermudes. Depuis l'année 1800, le triangle des Bermudes a été le théâtre de multiples disparitions. Des bateaux de plaisance ou des navires de guerre qui ont, semble-t-il, coulé sans laisser aucune trace. Des cargos qui ne sont jamais revenus. Ou des avions qui ont survolé la zone et se sont comme volatilisés. Le triangle des Bermudes est vraiment l'un des lieux les plus mystérieux de notre planète. Au cours des siècles, plein de phénomènes étranges et inexpliqués se sont produits dans ce périmètre de l'océan Atlantique. Si on fait une moyenne sur les dernières décennies, on comptabilise 4 avions et 20 bateaux qui disparaissent chaque année dans le triangle des Bermudes. Et ce qui est étrange, c'est qu'on ne retrouve jamais l'épave du bateau, la carcasse d'un avion, ni même l'équipage. Ces derniers siècles, on a même eu des cas de bateaux transportant plus de 100 personnes qui ont tout simplement disparu et qui n'ont jamais été retrouvées. Ce qui est le plus troublant, c'est que toutes les disparitions dans ce triangle océanique sont soudaines, totalement inattendues et parfois sans aucune raison qui expliquerait ce qui s'est passé. Alors on peut se demander, qu'est-ce qui se passe là-bas? Où sont passés ces gens? Où sont ces bateaux, ces avions qui ont disparu? Ce qui est fascinant avec le triangle des Bermudes, c'est que quelles que soient les périodes et la technologie des navires ou des avions, nous sommes restés convaincus qu'il s'agit d'un endroit de la planète où nous sommes en danger. Le triangle des Bermudes a un impact psychologique très fort. Il représente un lieu où se cristallisent nos peurs les plus profondes. Quand je pense au triangle des Bermudes aujourd'hui, je repense à mes peurs d'enfant. À l'époque, j'étais persuadée que tout ça était réel. Ces disparitions étranges ont donné naissance aux théories les plus extravagantes. Craig Harry Ward, Captain, United States Navy, 0434-311. Disappeared off Chicken Shoals, Flight 19. Pour certains, elle serait liée à l'influence des extraterrestres. Pour d'autres, il existe des hypothèses alternatives. L'existence d'un champ de force magnétique, d'une anomalie terrestre à l'origine d'un trou de verre qui perturberait l'espace-temps, ou la présence dans les fonds marins de la cité perdue de l'Atlantide. Mais alors, qu'en est-il réellement ? Existe-t-il une explication rationnelle à chacune de ces disparitions ? Pour mener l'enquête, il faut remonter le temps et revenir à la toute première fois où un navigateur a noté que quelque chose d'étrange se passait dans cet endroit de l'océan. Des événements mystérieux ont été recensés dans le triangle des Bermudes depuis plusieurs siècles. Le premier d'entre eux a été rapporté par Christophe Colomb lorsqu'il a traversé l'Atlantique en 1492. Nous sommes le 3 août 1492. Ce jour-là, Christophe Colomb, navigateur, commerçant et explorateur de renom, quitte le port de Palos de la Frontera en Andalousie avec 3 navires et un équipage de 90 hommes. Objectif, trouver une nouvelle route commerciale vers les Indes. L'expédition n'atteindra évidemment jamais les Indes, mais parviendra, 2 mois après son départ, aux Amériques, et plus précisément sur une petite île située dans l'archipel des Bahamas. Au cours de leur voyage, les 3 bateaux vont donc être amenés à traverser la zone de l'Atlantique, connue aujourd'hui sous le nom de Triangle des Bermudes. Et dans le journal de bord de Christophe Colomb, des phénomènes pour le moins étranges semblent bien avoir été observés à cet endroit par les hommes du navigateur espagnol. Jeudi 13 septembre. Faisant route vers l'ouest, nous avons parcouru 33 lieues. Les courants étaient contre nous.
Au début de la nuit, les aiguilles de notre boussole ont dévié d'un demi-point vers le nord-ouest. Et le matin, elles ont dévié encore un peu plus vers le nord-ouest. Samedi 15 septembre, au début de la nuit, est tombée du ciel dans la mer une merveilleuse flamme de feu, à une distance d'environ 4 ou 5 lieues des navires. Une étrange lumière qui descend du ciel. Une boussole qui semble perdre le nord. Dans son journal de bord, Christophe Colomb ne donne que très peu de détails sur ces événements qui ont surpris son équipage. Plus tard, au début du XVIIe siècle, un historien espagnol du nom de Antonio de Herrera y Tordesillas va revenir sur la traversée de 1492 dans un ouvrage consacré à l'histoire des colonies espagnoles dans les Amériques. À l'époque, il est chroniqueur royal. Il a donc accès à de nombreuses sources dont la plupart ont aujourd'hui disparu. Et ses écrits sont considérés comme fiables et servent de référence aux historiens modernes. Dans le passage où l'auteur raconte le voyage des 3 navires de Christophe Colomb, il mentionne bien les flammes apparues dans le ciel. Mais il revient aussi plus en détail sur l'étrange phénomène observé sur la boussole. Les courants étaient intenses, orientés vers le nord. 50 lieues plus loin en direction de l'ouest, Colomb aperçut que l'aiguille de la boussole s'inclinait vers le nord-ouest d'un demi-quart. L'aiguille ne se dirigeait donc pas vers l'étoile polaire, mais vers un autre point fixe et invisible. Comme si la fleur de lys de la boussole, qui est censée normalement pointer droit vers le nord, déviait légèrement vers la gauche. Cette oscillation n'avait jamais été observée jusqu'alors, et l'amiral Colomb en fut très étonné. Évidemment, il faut prendre tout ça avec beaucoup de précautions. D'abord, l'original du journal de bord a disparu. Ce qu'il en reste aujourd'hui provient uniquement de notes prises une vingtaine ou une trentaine d'années après l'expédition par Bartolomé de las Casas, un chroniqueur qui a eu l'occasion de lire la version originale de Christophe Colomb. Notes qui ont donc ensuite été utilisées par Antonio de Herrera pour écrire son ouvrage. Ensuite, rien ne nous dit que ces 2 événements se sont bien déroulés à l'intérieur du triangle des Bermudes. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ces 2 événements? Certains spécialistes pensent que la flamme dans le ciel aurait pu être causée par une chute de météorites. On sait notamment qu'en novembre de la même année, la météorite de Ensisheim est tombée dans l'actuel Haut-Rhin. C'est même la plus ancienne chute de météorites recensée en Europe. Une autre météorite aurait donc pu très bien s'écraser quelques semaines plus tôt dans l'Atlantique, sous les yeux de l'équipage de Christophe Colomb. Mais ce qui s'est passé pour la boussole, en revanche, va contribuer à alimenter le mystère autour du triangle des Bermudes. Malgré leurs problèmes de boussole désorientée, les navires de Christophe Colomb ont réussi à traverser le triangle des Bermudes sans encombre. Mais alors, qu'est-il arrivé à ceux qui ont disparu? Auraient-ils pu, eux aussi, être confrontés aux mêmes problèmes que les marins espagnols? Les experts ont tenté de répondre à ces questions en prenant comme exemple l'un des cas de disparition les plus légendaires du triangle des Bermudes, l'USS Cyclops et ses 309 membres d'équipage, disparus en mars 1918. Long de 165 mètres, l'USS Cyclops est à l'époque l'un des plus grands navires de la marine américaine. Mis en service en 1910, il a été conçu pour ravitailler les bateaux en charbon à travers les océans. Le 15 février 1918, en pleine Première Guerre mondiale, le navire quitte Rio de Janeiro au Brésil. Il est chargé d'une cargaison inhabituelle de 10 000 tonnes de minerai de manganèse utilisé pour produire des munitions. Sa destination, Baltimore aux États-Unis. Le 3 mars, il fait escale dans la petite île de la Barbade avant de reprendre la mer le lendemain en vue d'atteindre les côtes américaines qu'il est censé atteindre 10 jours plus tard, le 13 mars.
Sauf que l'USS Cyclops n'arrivera jamais à destination. Lorsque l'état-major de l'armée américaine réalise que le navire ne donne plus signe de vie, il déclenche immédiatement des opérations de recherche. Tous les bateaux qui sont dans la région, de Cuba à Porto Rico, reçoivent l'ordre de chercher d'éventuelles traces d'un naufrage de l'USS Cyclops. Habituellement, lorsqu'un navire fait naufrage, quelle que soit sa taille, on s'attend à retrouver des débris ou des restes du navire. Dans le cas de l'USS Cyclops, rien n'a été retrouvé. Et il ne s'agissait pas d'un petit navire. C'était même peut-être l'un des plus grands bateaux de la marine américaine à l'époque. Après plusieurs semaines de recherches infructueuses, le jeune Franklin Delano Roosevelt, futur président américain, qui occupe à l'époque le poste de secrétaire adjoint à la marine, déclare officiellement, le 1er juin 1918, que le navire a disparu en mer. Plus d'un siècle plus tard, aucune trace de l'USS Cyclops n'a jamais été retrouvée. En enquêtant sur sa disparition, on peut émettre plusieurs théories. Il y a d'abord ceux qui pensent que la disparition de l'USS Cyclops est liée à un événement surnaturel ou même à un enlèvement par des extraterrestres. Et on peut être sûr que tant qu'on ne retrouvera pas l'épave du navire quelque part, ces théories continueront à circuler. Il est donc intéressant d'explorer les autres hypothèses qui relèvent d'événements, disons, plus plausibles, pour justement évaluer celles qui sont les plus crédibles. Plusieurs hypothèses ont été émises sur ce qui est arrivé à l'USS Cyclops. La première est qu'une mutinerie s'est déclenchée à bord et que l'équipage s'est révolté pour une raison ou une autre. L'idée d'une mutinerie à bord est assez intéressante, c'est vrai. Mais dans les faits, ça reste peu probable. On aurait forcément fini par retrouver le bateau quelque part, ou au moins des cadavres, ou même des débris. Au cours de l'enquête, aucun élément n'a pu permettre à la marine américaine d'imaginer qu'une mutinerie se serait produite à bord de l'USS Cyclops. Une autre théorie a donc été explorée. Et si l'USS Cyclops avait été la cible d'un sous-marin nazi? À l'époque, les États-Unis viennent juste de s'engager dans la Première Guerre mondiale. Il est possible que ce bateau ait été attaqué et coulé par un navire ennemi. Mais en cas d'attaque de sous-marin, on s'attend tout de même à trouver des débris, ou au moins un rapport. L'armée allemande documentait la position de ces sous-marins, et aucun rapport n'indique qu'un submersible ait coulé un navire américain dans cette zone de l'océan. Selon les experts, il existe une quatrième hypothèse qui serait aujourd'hui la plus plausible pour expliquer la disparition de l'USS Cyclops. Celle d'une avarie liée à la cargaison très spéciale du navire. Le navire avait été reconverti pour transporter du charbon. Mais lors de ce voyage, il était chargé de manganèse, un matériau beaucoup plus dense. On peut supposer que le manganèse ait endommagé la coque. Une autre hypothèse est qu'il se soit enflammé et qu'il ait déclenché une énorme explosion. Une enquête publiée par l'Institut naval américain a permis de relier cette théorie avec des informations sur le commandant George Worley, le capitaine du bateau, et sur son équipage au moment de sa disparition. Les informations recueillies lors de l'enquête ont montré que d'un côté, le commandant Worley considérait son équipage comme mal formé, manquant d'expérience et incapable de prendre soin correctement des équipements du navire. De l'autre, les marins de l'USS Cyclops décrivaient leur capitaine comme un alcoolique excentrique qui maltraitait souvent ses hommes. Ces éléments ont été confirmés par un marin du nom de Conrad Nervig, ayant servi à bord de l'USS Cyclops avant d'en être débarqué à Rio et qui a témoigné plus de 50 ans après la disparition du navire. Le commandant Worley était un homme bourru, de la vieille école. Il était indifférent et plutôt mauvais navigateur. Il était à la fois antipathique et taciturne,
et il était détesté par ses officiers et ses hommes. Selon lui, la disparition du navire serait due aux méthodes irrationnelles du commandant, à la tête d'un équipage démoralisé et désorganisé. Sa théorie, le manganèse chargé à bord aurait été stocké par erreur au milieu du navire, car le seul officier connaissant les règles de stockage de ce type de cargaison avait été mis aux arrêts suite à un désaccord mineur avec le capitaine du bateau. Sous la densité du chargement, le navire se serait brisé en deux et aurait sombré d'un coup à la verticale, bien trop rapidement pour que les canaux de sauvetage puissent être mis à la mer. Une défaillance structurelle, couplée à une désorganisation de l'équipage placé sous le commandement d'un capitaine aux qualités médiocres. Cette théorie semble très plausible. Mais une autre hypothèse a aussi été envisagée par les experts. La submersion du navire par une vague dite scélérate. Une vague scélérate, c'est une vague qui apparaît soudainement et qui est 2 à 3 fois plus haute qu'une vague normale. Ce genre de vague peut atteindre près de 30 mètres de hauteur. C'est comme un véritable mur d'eau qui se forme au milieu de l'océan et qui semble surgir de nulle part. Pendant longtemps, les scientifiques ont douté de l'existence de ce type de vague, malgré les récits des navigateurs qui disaient en avoir vu. C'est à présent un phénomène bien connu qui intéresse particulièrement les chercheurs, mais dont l'origine reste encore très mystérieuse. Les vagues scélérates pourraient être causées par des conditions météorologiques extrêmes et notamment par la présence de vents et de courants marins provenant de plusieurs directions différentes. Et dans le triangle des Bermudes, entre les vents venant des côtes du Mexique et de l'Équateur et les courants marins qui viennent de l'est de l'océan Atlantique, ça pourrait très bien représenter une combinaison parfaite qui favoriserait l'apparition de ces vagues aux dimensions extrêmes. Il est possible qu'une vague scélérate ait d'abord renversé le navire, entraînant une défaillance structurelle du bateau et conduisant à la catastrophe. Mais trouver des preuves de ce naufrage va s'avérer très compliqué. Le navire a coulé au niveau de la fosse océanique de Porto Rico, qui est l'une des plus profondes de l'océan Atlantique. Donc la probabilité de retrouver des preuves de ce qui a causé ce naufrage est très faible. Il est possible qu'on finisse un jour par retrouver son épave quelque part. Mais personne n'y est encore parvenu, et ça fait plus de 100 ans maintenant. La disparition de l'USS Cyclops est encore à ce jour l'un des plus grands mystères de la navigation. L'absence de preuves, et surtout l'impossibilité de retrouver son épave, alimentent encore aujourd'hui les doutes sur l'existence d'événements surnaturels qui auraient pu causer la tragédie. D'autant qu'il existe beaucoup d'autres disparitions inexpliquées à l'intérieur du triangle des Bermudes. Parmi elles, celle de l'escadrille 19 en 1945. Nous sommes le 5 décembre 1945 à 14h10. 5 bombardiers de l'US Navy décollent de la base de Fort Lauderdale en Floride. Ils composent l'escadrille numéro 19 et partent pour un entraînement de routine. À la tête de l'escadrille, le lieutenant-instructeur s'appelle Charles Taylor, 28 ans, 2500 heures de vol à son actif. Ce jour-là, il est accompagné de pilotes en formation. Au début de la mission, la météo est considérée comme favorable. L'exercice est divisé en 3 étapes. Voler plein est sur une centaine de kilomètres, larguer des bombes au-dessus d'un récif corallien situé au nord des îles Bimini, dans l'archipel des Bahamas, continuer sur 124 km, tourner à gauche pour survoler l'île de Grand Bahama avant de prendre la direction de Fort Lauderdale pour rentrer à la base. Le début de l'exercice se déroule normalement. Les avions larguent leurs bombes à l'endroit prévu par la mission.
Alors que l'escadrille 19 entame la deuxième étape de son entraînement, Charles Taylor, le chef de mission, un pilote chevronné avec plusieurs missions de combat à son actif et qui connaissait bien son métier, commence à rapporter qu'il est désorienté, qu'il est perdu, que ses instruments sont détraqués, que les directions qu'ils indiquent sont incohérentes. Il n'a plus confiance en ses instruments. Je ne vois plus la Terre. J'ai l'impression qu'on fait fausse route. Quelle est votre position? Je ne suis pas sûr d'où on se trouve. Je répète, on ne voit plus la Terre. En plus de la défaillance des instruments de l'avion de Charles Taylor, l'escadrille 19 doit affronter un nouvel imprévu. Les conditions météo se détériorent. D'après les rapports météorologiques de l'époque, on sait que ce jour-là, les conditions se sont dégradées d'un seul coup. L'escadrille s'est retrouvée piégée dans un tourbillon que les pilotes n'ont pas pu voir venir. Des vents violents suivis de gros orages se sont abattus sur eux. Charles essaie de se repérer depuis le ciel et de reconnaître visuellement l'endroit qu'il est en train de survoler. Et il devient alors convaincu qu'il se trouve au-dessus des îles Keys, à des centaines de kilomètres de distance des Bahamas. Donc pour retourner là où il était censé effectuer sa mission, il se met à voler en direction du nord-est. À ce moment-là, on entend à la radio l'un des autres pilotes dire qu'il faut prendre vers l'ouest et qu'il est en désaccord avec la décision de Charles Taylor. Mais comme Charles Taylor est le chef de mission, l'escadrille continue de voler vers le nord-est. Alors que Charles Taylor, croyant se trouver au-dessus des îles floridiennes des Keys, remonte vers le nord pour rejoindre la base, il s'éloigne en réalité de son point de départ. Car l'enquête montrera qu'au moment où le pilote a annoncé à la radio s'être perdu, l'escadrille se trouvait bien en route vers l'île de Grand Bahama, comme prévu dans le plan de vol. En forçant son escadrille à voler vers le nord-est au lieu de prendre vers l'ouest, le lieutenant instructeur s'est donc dirigé à l'opposé de Fort Lauderdale. En fin d'après-midi, alors que la tour de contrôle a perdu le contact avec l'escadrille, tout porte à croire que les 5 avions, à court de carburant, se sont écrasés en mer. En triangulant les communications radio, les autorités navales parviennent à estimer que l'escadrille 19 se trouve dans un cercle de 160 km de rayon, situé au large de Daytona Beach, très loin des îles Keys. Après la disparition de l'escadrille 19, l'armée américaine envoie 2 avions de recherche, des hydravions de type BB Mariner. Donc ces 2 avions partent à la recherche des 5 appareils, mais un seul d'entre eux va revenir. L'un des 2 hydravions va disparaître à son tour. Vous avez alors 6 avions qui ont disparu en une seule journée. Le seul avion de recherche qui est revenu à la base a signalé n'avoir rien trouvé. Pas de débris, pas de fumée, rien du tout. La marine a dépêché alors plus de 300 bateaux et avions pour rechercher les équipages du vol 19 et de l'hydravion. Ils ont passé 5 jours à ratisser près de 500 000 km² d'océan, mais ils n'ont jamais rien trouvé. Le comité d'enquête de la marine a conclu à une disparition pour cause et raison inconnues. En reprenant tous les éléments du dossier de la disparition du vol 19, on voit bien qu'il existe un faisceau d'indices qui prouvent que le lieutenant Taylor n'était pas du tout sûr de sa position. L'hypothèse la plus probable est donc que l'escadrille s'est perdue dans le mauvais temps, que les avions se sont retrouvés à court de carburant et qu'ils ont fini dans la mer. Mais le fait que l'un des avions de recherche se soit lui aussi écrasé en mer, et surtout que l'on n'ait retrouvé aucune trace des avions malgré tous les moyens de secours déployés dans la zone, a donné à toute cette affaire un côté très mystérieux. Au total, avec la perte des 5 bombardiers de l'escadrille 19 et de l'hydravion envoyé pour les secourir, ce sont 27 pilotes et membres d'équipage qui ont disparu ce jour du 5 décembre 1945 et dont les corps n'ont à ce jour jamais été retrouvés.
L'enquête de la marine américaine conclura d'abord à la responsabilité du lieutenant-instructeur Charles Taylor, qui a donné de mauvaises instructions de vol à son escadrille en se trompant de localisation et de direction. Mais qu'a-t-il bien pu lui arriver? A-t-il perdu la raison pendant la mission? Son erreur s'explique-t-elle uniquement par la défaillance de ses instruments de bord? Ou par le mauvais temps? Ou un événement surnaturel a-t-il déclenché la tragédie? Ces questions restent encore aujourd'hui sans réponse. Plus tard, la mère de Charles Taylor parviendra à faire innocenter son fils, arguant du fait que sans corps ni épave, aucune preuve ne pouvait l'incriminer. La disparition de l'escadrille 19 sera requalifiée par l'armée en cause inconnue. L'USS Cyclops en 1918, l'escadrille 19 en 1945. Ces disparitions auraient pu faire partie de la longue liste des tragédies de l'histoire dont nous n'aurons jamais aucune explication. Sauf qu'après la Seconde Guerre mondiale, le monde va entrer dans une nouvelle ère qui va changer le destin de ces étranges histoires. Une ère au cours de laquelle les mystères non résolus vont donner lieu à l'émergence des théories les plus extravagantes. L'utilisation de l'arme nucléaire par les États-Unis en 1945 avec les bombes larguées sur Hiroshima et Nagasaki a traumatisé la planète. Et après la fin de la Seconde Guerre mondiale, la guerre froide commence. Les progrès technologiques et scientifiques engendrés par la Seconde Guerre mondiale ont donné lieu à des avancées en matière d'aéronautique, d'armement et d'espionnage. L'homme s'apprête à conquérir l'espace et à aller sur la Lune. Tout ceci génère de nouvelles peurs. Beaucoup de gens sont inquiets et s'interrogent sur l'avenir de l'humanité. Cette période est propice au développement de théories de plus en plus folles sur la fin du monde ou les extraterrestres, par exemple. Et on commence d'ailleurs à recenser les premières observations de secoupes volantes. Certains sont même convaincus que ce sont les explosions nucléaires qui ont attiré l'attention des extraterrestres sur notre planète. On n'est plus dans le questionnement scientifique du type « sommes-nous seuls dans l'univers » ou « existe-t-il d'autres formes de vie ailleurs ?» Non. Maintenant, on ne suppose plus, on témoigne, on affirme avoir vu des engins extraterrestres. Vous croyez toujours que ce sont des visiteurs d'une autre planète? Oui, je le crois, assurément. Et c'est dans cette ambiance, où les théories surnaturelles et paranormales commencent à faire surface et à se répandre à travers le globe, qu'un article, publié le 17 septembre 1950 dans un journal américain, et écrit par un certain Edward Van Winkle Jones, va relier entre elles une série de disparitions étranges qui se sont produites au large de la Floride. Ce qui est fascinant dans cet article de 1950, c'est qu'il décrit pour la première fois le triangle des Bermudes. Il n'utilise pas ce terme, mais il dit qu'entre Miami, Porto Rico et les Bermudes, il y a une zone où des choses disparaissent. L'article, accompagné d'une carte, mentionne plusieurs disparitions non résolues. On y retrouve celle des avions de l'escadrille 19 et de l'hydravion envoyé à son secours. Mais on y découvre également l'histoire du Sandra, un bateau parti de Savannah en Géorgie, en route vers le Venezuela, et disparu en mer en juin 1950 avec ses 12 membres d'équipage. On y apprend aussi qu'un avion et ses 32 passagers qui avaient décollé de Porto Rico en décembre 1948 pour se rendre à Miami n'est jamais arrivé à destination. Qu'en janvier de la même année, un avion anglais, le Star Tiger, s'est volatilisé avec ses 29 personnes à bord alors qu'il volait vers les Bermudes. Et qu'un an plus tard, en janvier 1949, un autre appareil anglais, l'Ariel, disparaissait à son tour quelque part au-dessus de l'océan Atlantique. Dans son article, Edward Van Winkle Jones rappelle que pour chacun de ces mystères, les disparitions ont été soudaines, sans aucun appel de détresse émis par l'équipage, et que malgré des opérations massives de recherche, aucune trace des appareils ou de leurs occupants
n'ont jamais été retrouvés. Ce qui est encore plus fascinant, c'est de noter qu'à la fin de l'article, l'auteur conclut en disant que même si notre société se modernise, et on est alors dans le boom de l'après-guerre, il existe des forces anciennes que nous ne pouvons pas encore comprendre, qui opèrent sous la surface. L'article est relayé dans plusieurs journaux. Et cette zone de l'Atlantique commence à faire l'objet d'enquêtes de plus en plus poussées. 2 ans plus tard, en 1952, un certain George X. Sand écrit à son tour un article publié dans Fate Magazine intitulé « Un mystère marin à nos portes ». Là encore, il y liste les disparitions récentes et inexpliquées. Et pour la première fois, décrit avec précision la zone maudite où tant de personnes se sont volatilisées sans laisser de traces. Il s'agit d'un triangle d'eau délimité par la Floride, les Bermudes et Porto Rico, et dont chaque côté ne mesure pas plus de 1600 km. Une zone très réduite pour n'importe quel marin. Elle est sillonnée toutes les heures par des navires de nombreux pays. Elle est sous la surveillance constante de la douzaine d'avions de ligne qui la survolent quotidiennement. Et pourtant, le mystère qui l'entoure reste aussi grand aujourd'hui que lorsque Christophe Colomb a navigué pour la première fois dans ces eaux. George X. Sand décrit avec beaucoup plus de détails ce qui se passe dans le triangle des Bermudes. Et il liste les disparitions, les unes après les autres, y compris celle de l'escadrille 19. Il rappelle également que même des missions de sauvetage parties à la recherche de ceux qui avaient disparu ont disparu à leur tour. C'est vraiment à partir de là que vont commencer à se répandre les théories les plus folles sur les événements mystérieux qui se déroulent dans cette zone de l'océan Atlantique. Mais c'est finalement Argosy, un magazine américain, qui va s'emparer de ces histoires de disparition et qui va transformer le destin de ce triangle de tous les dangers. Sur la couverture du numéro de février 1964, 4 lignes décrivent l'un des articles que les lecteurs peuvent retrouver à l'intérieur de l'exemplaire. Et ce sont ces quelques mots qui vont changer à jamais le destin de cette zone, l'une des plus étranges de la planète. Découvrez le lieu le plus mortel des océans. 1000 hommes, 61 bateaux et 34 avions disparus dans le triangle des Bermudes. C'est sur la première page. Ces mots, des millions de gens vont les voir. Le triangle des Bermudes. C'est donc cette couverture et cet article de Vincent Gaddis qui vont entrer dans la légende comme la première référence à ce fameux triangle des Bermudes. La légende du triangle des Bermudes vient de naître et elle va continuer à prendre de l'ampleur avec un ouvrage publié en 1974 et intitulé sobrement « Le triangle des Bermudes », écrit par Charles Berlitz. Charles Berlitz était un membre de la famille Berlitz, la célèbre maison d'édition. Il a travaillé pour les services secrets de l'armée américaine, mais il est ensuite devenu un véritable pourvoyeur de théories paranormales. Dans son ouvrage, Charles Berlitz avance plusieurs théories sur les disparitions inexpliquées qui se produisent dans le triangle des Bermudes. La première, elle pourrait être due à la présence dans cette zone de l'océan de la cité engloutie de l'Atlantide, une cité perdue décrite par Platon plusieurs siècles avant notre ère. L'Atlantide aurait existé plus de 9000 ans avant l'époque à laquelle Platon l'a décrite. Cette civilisation était particulièrement prospère grâce à ses incroyables ressources naturelles, dont un métal qui lui était très particulier, l'auricalque, qui est un alliage de zinc et de cuivre qui ressemble un peu au laiton. Évidemment, on n'a jamais retrouvé cette cité et surtout, elle n'a a priori jamais existé ailleurs que dans l'imagination de Platon. Mais selon Charles Berlitz, elle pourrait donc être située dans le triangle des Bermudes.
Cette cité serait constituée de cristaux toujours actifs qui auraient un pouvoir surnaturel. Le champ d'énergie qui rayonnerait de ces cristaux aurait pour effet de faire disparaître des avions et des bateaux qui pénétreraient dans le champ de force. Dans le contexte de l'époque marquée par les observations d'OVNI, bon nombre de lecteurs croient dur comme fer en la théorie de Charles Berlitz et doutent que ces disparitions d'avions ou de bateaux puissent avoir des causes rationnelles. Dans son ouvrage, Charles Berlitz développe également une autre théorie. Si la zone est le théâtre d'autant de disparitions, ce serait tout simplement à cause des extraterrestres. Les théories surnaturelles sont multiples. Certains pensent que les extraterrestres utilisent le triangle des Bermudes comme une sorte de portail pour entrer sur la planète Terre. D'autres pensent qu'il existe une base extraterrestre au fond de l'océan et que des êtres humains sont enlevés de leur avion ou de leur bateau à des fins d'expérimentation. Chaque chapitre de l'ouvrage explore les différentes théories et surtout développe les raisons pour lesquelles des extraterrestres souhaiteraient enlever des êtres humains. Une hypothèse soutient que des extraterrestres se rendent sur notre planète et y enlèvent des hommes et du matériel afin de s'assurer du stade de développement technologique auquel nous sommes parvenus. Non dans l'intention de constater si notre degré d'évolution a atteint un stade suffisamment avancé, mais pour savoir à quel moment nous risquons de dépasser le point critique du développement. Le nombre de prises dans le triangle des Bermudes est dû au fait que les occasions de s'emparer de spécimens humains sont plus fréquentes dans ce secteur. La zone est sillonnée par des voyageurs. Il est aisé pour les entités étrangères d'y pénétrer et de la quitter. Traduit dans plus de 30 langues, le livre de Charles Berlitz va se vendre à près de 20 millions d'exemplaires. Un véritable best-seller qui va pousser son auteur à continuer ses recherches et à publier une suite 3 ans plus tard intitulée « Sans laisser de traces ». Un ouvrage qui recense la liste de disparitions dans le triangle des Bermudes la plus exhaustive jamais publiée. Et parmi elles, l'auteur met en lumière une histoire méconnue, celle d'un pilote du nom de Bruce Gernon qui aurait réussi à survivre à la malédiction du triangle des Bermudes au cours d'un vol qui a marqué sa vie à jamais. Nous sommes le 4 décembre 1970. Ce jour-là, Bruce Gernon, pilote expérimenté, décolle de l'île d'Andros, aux Bahamas, à bord d'un petit avion de type Beechcraft Bonanza. Direction, les côtes de la Floride. Un voyage d'une durée d'1h30 que ce pilote a déjà effectué à plusieurs reprises. Lors du décollage, tout se passe bien. Quand soudain, Gernon décrit avoir vu un nuage très noir, très bizarre, grossir à vue d'œil à 3500 mètres d'altitude. Un nuage qu'il ne peut pas contourner. Une fois engouffrés à l'intérieur, des éclairs beaucoup plus lumineux qu'un orage classique éclatent autour d'eux. Le noir est tel qu'il ne voit plus rien en dehors de ces étranges flashs. Après 30 minutes de vol dans des conditions cataclysmiques, Bruce aperçoit de la lumière au loin. Il dirige l'avion vers ce qui semble être la sortie de ce nuage électrique, mais très vite, les ennuis commencent. Les murs du tunnel nuageux rétrécissent autour d'eux, la boussole de l'avion s'affole et tourne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les instruments électroniques ne répondent plus. Bruce n'a alors plus aucun contrôle sur l'avion qui semble être dirigé par une force inconnue. Pendant plusieurs secondes, il a l'impression d'être en apesanteur. Une fois sorti du nuage, Bruce Gernon contacte la tour de contrôle. Il voulait qu'on détermine sa position. Il pensait être à 70 km au sud des îles Bimini. Mais en fait, pas du tout. L'aiguilleur du ciel est alors surpris par l'appel radio parce que l'avion de Bruce était encore absent quelques secondes auparavant sur ses écrans radars. C'est comme si son avion était apparu d'un seul coup, comme par magie, au-dessus de l'espace aérien de Miami. Bruce Gernon se retrouve devant Miami Beach, ce qui le prend complètement par surprise.
Il atterrit à l'aéroport international de Palm Beach avec 35 minutes d'avance par rapport à l'horaire prévu. Et il y a dans ses réservoirs 35 litres de carburant de plus que ce qu'il aurait dû rester. Au lieu des 90 minutes de trajet pour parcourir 400 km, il a effectué ce voyage en 47 minutes, soit 2 fois moins de temps. Sachant que ce modèle d'avion ne peut voler qu'à 290 km/h, quand on fait le calcul, on comprend que c'est techniquement impossible de faire ce trajet en si peu de temps. Après cet événement, Bruce Gernon va tenter de comprendre ce qui lui est arrivé au cours de ces 47 minutes qui ont bouleversé son existence. Il a passé près de 40 ans à faire des recherches sur cet incident, avant de rendre son enquête publique et de publier un livre qui s'est très bien vendu. Mais la communauté scientifique n'est toujours pas convaincue par ce qu'il raconte avoir vécu. Dans son ouvrage, Bruce Gernon développe sa propre théorie sur les circonstances de ce vol du 4 décembre 1970. Selon lui, il serait entré dans un portail dans lequel l'espace-temps aurait été modifié. Le brouillard enveloppe complètement l'avion. Il n'y a plus aucune visibilité. Les appareils de navigation ne fonctionnent plus. La distorsion de l'espace-temps se produit instantanément et entraîne une désintégration totale de l'appareil et de ses occupants. Cette distorsion de l'espace-temps aurait créé une sorte de trou de verre qui lui aurait permis d'aller des Bahamas en Floride en un temps beaucoup plus court. Un vol pendant lequel les instruments se détraquent. Un pilote qui devient confus. Et un appareil qui se retrouve au beau milieu d'un orage. L'histoire n'est pas sans rappeler ce qui est arrivé aux 5 avions de l'escadrille 19 en 1945. Des similitudes qui continuent encore aujourd'hui à intriguer le monde entier et à attribuer au triangle des Bermudes des pouvoirs surnaturels. Pourtant, cette zone de l'océan Atlantique n'est pas la seule à être en proie à des événements inexpliqués. À l'autre bout du globe, dans l'océan Pacifique, un autre endroit intrigue les experts. Les Japonais l'appellent la mer du diable. Située dans la mer des Philippines, cette zone est comprise entre des lignes qui relient Tokyo aux petites îles Bonin avant de repartir vers l'ouest, puis de remonter vers le nord-est en direction de la baie de la capitale japonaise. Un secteur que l'on a surnommé le Triangle du Dragon. Si les Occidentaux sont obsédés par le triangle des Bermudes, en Asie, il y a la mer du Diable. C'est un lieu où des bateaux et des avions disparaissent à cause de phénomènes mystérieux et inconnus. Pendant plusieurs siècles, les marins ont signalé la disparition d'un nombre incalculable de bateaux de pêche dans les limites de la mer du Diable. Ces disparitions ont fait même naître une légende qui raconte que ce sont les dragons qui remontent à la surface de l'eau pour entraîner des bateaux et leurs membres d'équipage dans les fonds marins. On aurait donc dans ces eaux une zone aussi dangereuse que le triangle des Bermudes situé à des milliers de kilomètres de distance. L'existence de ces deux zones situées à l'opposé l'une de l'autre et qui semblent presque jumelles a donné lieu à une théorie développée en 1968 par un biologiste écossais du nom d'Ivan Sanderson. Passionné de paranormal, ce scientifique va recenser pendant plusieurs années les endroits de la planète où les occurrences d'événements étranges, comme des disparitions soudaines ou des apparitions d'ovnis, sont très supérieures à la moyenne. À l'époque, Ivan Sanderson arrive à la conclusion que ces endroits sont répartis de façon géométrique à la surface de la Terre. Il les a surnommés les 12 tourbillons du diable. Son hypothèse, dans ces zones très spécifiques, les variations de courants d'air chaud et froid ou de courants marins seraient à l'origine de perturbations électromagnétiques qui pourraient s'avérer fatales.
L'hypothèse de Sanderson est que ces anomalies magnétiques et gravitationnelles modifieraient les règles de la physique telles qu'on les connaît. C'est ça qui expliquerait que les instruments de navigation sont désorientés ou que la portance des bateaux et des avions puisse changer brusquement. On pourrait donc avoir des navires qui sombrent d'un coup, comme aspirés par les fonds marins, ou des avions qui se retrouvent plongés dans des trous d'air gigantesques et finissent par s'écraser en mer. À ce jour, les théories d'Ivan Anderson n'ont jamais été prouvées par la science. Et bien que de nombreux témoins, comme le pilote Bruce Gernon, affirment avoir été confrontés à des perturbations électromagnétiques en traversant le triangle des Bermudes, aucune étude n'a pu prouver que des phénomènes de ce genre pourraient être à l'origine de disparitions inexpliquées. Des experts ont alors formulé une autre hypothèse. Et si un gaz sous-marin invisible venait perturber les conditions de navigation dans le secteur? Une théorie née après la découverte de gigantesques cratères sous-marins dans la mer de Barents, située dans l'océan Arctique. En 2016, des chercheurs de l'Université arctique de Norvège ont émis l'hypothèse que ces cratères localisés dans les fonds marins étaient le résultat d'explosions de méthane. Ces cratères et ces explosions étaient gigantesques. On a alors pensé que si ce genre de cratère existait dans le triangle des Bermudes, il pourrait bien être à l'origine des disparitions. Des émanations de méthane venues des fonds marins pourraient créer une modification de la densité de l'eau, une sorte de trou dans lequel une embarcation s'enfoncerait. En quelques minutes seulement, les eaux se refermeraient sur le navire, qui serait alors comme aspiré vers les profondeurs. Si des explosions de méthane expliquaient ce qui arrive au navire, comment pourraient-elles perturber les avions? L'hypothèse est qu'une fois que ces bulles de gaz arrivent à la surface et dans l'atmosphère, elles provoquent de violentes turbulences et entraînent des crashs d'avions. Mais aucune preuve n'est venue confirmer cette théorie. Les scientifiques ont analysé les fonds marins dans le triangle des Bermudes et aucun de ces cratères n'a été trouvé. Si la théorie du méthane a affolé les médias, les scientifiques restent sceptiques. Selon eux, les navires actuels n'ont aucune difficulté à surmonter d'éventuelles émanations de méthane venues des profondeurs. On peut imaginer que plusieurs des phénomènes qui pourraient expliquer le nombre de disparitions suspectes dans le triangle des Bermudes se cumulent. Des bulles de méthane qui remontent des fonds marins, un champ magnétique qui perturbe les instruments de navigation, des vagues scélérates qui engloutissent les bateaux, des vents violents qui font chuter les avions. Mais au fond, c'est peut-être simplement notre imagination qui nous pousse à voir dans cet endroit un lieu plus dangereux que les autres. Il n'y aurait peut-être pas plus de disparitions qu'ailleurs, mais le fait de pointer du doigt tous ces événements qui s'y sont produits au cours de l'histoire nous fait dire qu'il se passe vraiment quelque chose de bizarre là-bas. Voici donc l'ultime théorie. Celle que défend la très grande majorité des scientifiques aujourd'hui. Le triangle des Bermudes n'a jamais existé. Il serait en réalité le produit d'un phénomène appelé l'illusion de fréquence. L'illusion de fréquence dit que dès que nous voyons une chose pour la première fois, nous avons tendance à la remarquer plus souvent et ensuite à la voir partout. Statistiquement, les disparitions dans le triangle des Bermudes ne seraient ainsi pas plus nombreuses qu'ailleurs. Mais à force d'en parler dans la presse, à la télévision ou au cinéma, et de focaliser sur les détails de chaque tragédie sans mentionner celles qui se produisent ailleurs, nous nous serions collectivement convaincus que les événements étranges sont plus nombreux dans cet endroit de l'océan que partout ailleurs sur la planète.
Lloyd's of London est le premier assureur mondial des risques maritimes. Il ne facture pas de surprime d'assurance pour les navires ou les avions qui traversent le triangle des Bermudes. Il n'essaie même pas de leur déconseiller de s'y rendre. Donc, si Lloyd's of London ne considère pas qu'il y a un risque dans cette zone, c'est qu'il n'y en a probablement pas. Mais qu'importe si des enquêtes ou si des scientifiques réfutent l'existence du triangle des Bermudes, ce lieu et les histoires qu'il véhicule nous fascinent. Je suis convaincue que les humains sont tous programmés pour aimer les légendes et les mystères. On aime se poser des questions sur le monde qui nous entoure. Et je pense que le triangle des Bermudes alimente ce besoin essentiel. Notre imagination a toujours eu besoin de lieux comme le triangle des Bermudes pour être le dépositaire de nos peurs et pour trouver un responsable aux événements que l'on ne comprend pas. Si nous n'avions pas le triangle des Bermudes, nous aurions inventé autre chose. Face à une disparition que l'on attribue au triangle des Bermudes, je vais d'abord me demander, est-ce dû à une erreur humaine ou à la météo ? Et si ce n'est dû ni à l'un ni à l'autre, je vais alors me poser la question, quelle autre explication peut-on trouver ? Car qu'y a-t-il de plus excitant ? Un portail d'accès vers une autre dimension ou un avion qui s'écrase en mer à cause d'une simple panne de carburant ? Mais malgré l'avis des scientifiques et les convictions des plus sceptiques, cette zone de l'océan Atlantique continuera à faire l'objet de multiples enquêtes. Car tant que les épaves des bateaux, les carcasses des avions ou les corps de celles et ceux qui ont soudainement disparu n'auront pas été retrouvés, il restera un doute sur l'origine de ces tragédies. Une chose est sûre, le mystère du triangle des Bermudes risque bien de nous fasciner encore pendant très longtemps.